La plupart savent que le roi Louis XVI a perdu la tête pendant la Révolution française. Mais peu réalisent que la décision d'exécuter Louis fut prise à une seule voix, et qu'elle provenait d'une source choquante. Près d'un millénaire de monarchie française a culminé avec le règne de Louis XVI. La France avait connu des intrigants impitoyables, des fous dérangés et des hédonistes extravagants parmi ses rois. Pourtant, c'est Louis XVI qui a finalement payé pour les péchés de tous. Alors, comment en est-on arrivé là? Comment Louis s'est-il retrouvé avec la tête aux pieds de la guillotine? Né Louis-Auguste en 1754, dans l'opulent palais de Versailles, il jouissait de tous les luxes imaginables. Mais malgré cette grandeur, il lui manquait une chose cruciale, l'amour de ses parents. Dès sa naissance, Louis était destiné à être le second choix pour une raison. Il avait un frère d'un, aîné, également nommé Louis. Ce frère aîné était brillant, charismatique et favorisé par leurs parents, qui le couvraient d'éloges et de cadeaux, tout en ignorant largement le jeune Louis-Auguste. Cette négligence a profondément affecté Louis. Mais le mépris de son grand-père était encore pire. Cependant, son frère Doré tomba gravement malade à l'âge de 9 ans. Malgré des efforts médicaux désespérés, y compris une opération risquée réalisée alors que le garçon était éveillé, il mourut. La famille fut dévastée, et Louis faisait désormais face à la pression écrasante de devenir l'héritier présomptif. Mais la tragédie n'était pas terminée. Bien que son frère aîné fût parti, Louis avait encore son grand-père et son père devant lui. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Pourtant, quelques années plus tard, son père, le dauphin, mourut à 36 ans de la tuberculose. Le timide Louis-Auguste se retrouva soudainement le prochain en lice pour le trône. L'histoire se souvient de Louis XVI comme l'un des pires rois de France. Mais, ironiquement, il était intelligent. C'était un bon étudiant, parlant couramment l'italien et l'anglais, et il apprenait l'histoire, la géographie, l'astronomie et le latin. Eh bien, son problème n'était pas l'intelligence. C'était une timidité paralysante et un manque de charisme, aggravé par de terribles professeurs. L'un d'eux lui a dit que les rois devaient être timides et excessivement prudents. Un autre lui conseilla de ne jamais révéler ses pensées. Il est évident que de tels conseils étaient désastreux. Parmi les choses qui ont condamné Louis, il y avait son mariage infâme. À 15 ans, Louis épousa Marie-Antoinette, une princesse autrichienne de 14 ans, comme le dictaient les alliances politiques. Marie était belle et sociable, mais leur union fut un désastre dès le début. L'alliance de la France avec l'Autriche l'avait entraînée dans la coûteuse et perdante guerre de 7 ans. Et Marie-Antoinette était détestée par le peuple dès le départ. Louis était distant envers elle, et leur nuit de noces fut maladroite et infructueuse. Le couple ne consomma jamais leur mariage cette nuit-là, ni pendant des années après, créant un problème significatif. En 1774, Louis devint roi à 19 ans, héritant d'un royaume en crise, criblé de dettes et d'un mécontentement croissant envers la monarchie. Malgré son intelligence, Louis se sentait incompétent et prit plusieurs mauvaises décisions politiques. Pour gagner la faveur du public, il rétablit les parlements, des cours qui pouvaient contester son autorité disant « Cela peut être politiquement imprudent, mais je veux être aimé ». C'était à la fois imprudent et inefficace. Une autre catastrophe fut la dérégulation du marché du grain par Louis, ce qui fit grimper les prix du pain. Après une mauvaise récolte, la famine et des émeutes éclatèrent dans la guerre des farines, qu'il fallut des mois pour réprimer, tout cela dès sa première année en tant que roi. Ces échecs politiques s'ajoutaient à des problèmes personnels, notamment les rumeurs persistantes sur son mariage et son absence d'enfants. Bien que le couple ait laissé filtrer une histoire selon laquelle ils avaient consommé leur mariage en 1773, leur lit conjugal restait froid. Louis était publiquement distant avec Marie-Antoinette.
alimentant les ragots et les pamphlets qui mettaient en doute sa virilité. La vérité était compliquée. Louis souffrait de phimosis, une condition rendant les rapports sexuels douloureux, et aurait subi une circoncision à l'âge adulte. Bien que les historiens modernes doutent de cela en raison des risques encourus, la vérité est que Louis avait besoin d'aide. En 1777, le frère de Marie-Antoinette, Joseph II, empereur du Saint-Empire romain, vint secrètement à Versailles pour enquêter sur les rumeurs concernant leur absence d'enfants. Joseph était direct et voulait s'assurer du succès du mariage pour sécuriser l'alliance franco-autrichienne. L'empereur interrogea Louis et Marie, les trouvant totalement maladroits au lit. Louis admit à Joseph qu'il introduisait le membre, restait immobile quelques minutes, puis se retirait. Pas étonnant qu'il n'ait pas d'enfant. Joseph leur donna des conseils, ce qui dut être au moins un peu gênant. 1 an plus tard, Marie-Antoinette tomba enceinte, au grand soulagement et à la gratitude du couple. Mais même après la naissance de leur premier enfant, les rumeurs persistaient, selon lesquelles la reine avait une liaison, et que le roi n'était pas le père. Louis et Marie-Antoinette eurent 4 enfants, et en adoptèrent 6 autres. Mais les rumeurs continuaient de circuler. En 1785, Marie-Antoinette donna naissance à leur second fils, peu après l'arrivée du comte suédois Axel von Fersen, avec qui elle était soupçonnée d'avoir une liaison. Le timing ne fit qu'alimenter les ragots, affaiblissant davantage la position de Louis. À ce moment-là, Louis était devenu une risée et un handicap politique. Lorsqu'il ne s'occupait pas de sa femme distante, Louis XVI devait encore diriger un pays. Depuis le début de son règne faible et indécis, les choses n'avaient fait qu'empirer. La France était au bord de la ruine financière. Louis planifia des réformes pour résoudre la crise, mais personne ne l'écoutait. Louis XVI n'inspirait pas. Les parlements rejetaient toutes les réformes qu'il proposait. Frustré, Louis tenta d'affirmer son droit divin et de faire passer des réformes malgré tout. Il exila des magistrats, emprisonna des législateurs et dissout les parlements pour gouverner sans eux. Bien que des rois l'aient fait avant lui, Louis manquait de l'assurance dont faisaient preuve la plupart des monarques. Bien qu'il croyait que ces réformes aideraient, il cédait à la pression publique et les annulait à plusieurs reprises. Rien ne changeait. L'économie française empirait et le temps de Louis s'épuisait. Tout le monde voyait que Louis ne pouvait pas gérer la situation. Les appels à une solution radicale se faisaient de plus en plus forts. Il devait convoquer les États généraux, le Congrès de France, qui n'avait pas été réuni depuis plus d'un siècle. Désespéré, Louis céda et convoqua les États généraux pour la première fois depuis 1614. C'était une tentative désespérée, mais sans le savoir, Louis scella son destin. Louis était terrible en politique. S'il avait pu faire à sa guise, il aurait passé tout son temps à bricoler dans son atelier. C'était un peu un nerd, obsédé par les serrures et le travail du bois. Il se mit à la menuiserie, fabriquant des meubles, et tenta même d'utiliser ses compétences pour se rapprocher de sa femme. Avec sa menuiserie, Louis aurait fabriqué un rouet pour Marie-Antoinette, sachant qu'elle aimait les robes. Un cadeau mignon. Mais Marie-Antoinette le remercia, puis le donna rapidement. Louis et Marie n'étaient toujours pas proches, mais une pire tragédie se profilait. En 1789, Louis fit face au pire cauchemar de tout parent. Son fils, Louis-Joseph, un enfant fragile, souffrant de fièvre fréquente et d'une colonne vertébrale courbée, s'affaiblissait avec le temps. À 7 ans, les fièvres revinrent et il mourut. Cette perte dévasta Louis et Marie, mais la France pleura à peine. La nation avait de plus gros problèmes. Louis avait accepté de convoquer les États généraux, mais jusqu'à présent, ils avaient un peu de pouvoir. Cela changea quelques jours après la mort du dauphin, lorsque le tiers-État prêta le serment du jeu de paume.
Ils se renommèrent l'Assemblée nationale et jurèrent de ne pas se dissoudre avant d'avoir créé une constitution. S'inspirant de la Révolution américaine, ils visaient à arracher le pouvoir au roi. La Révolution française avait commencé et Louis était en grand danger. Louis, jamais autoritaire, faisait face à cette crise à un moment terrible. La haine publique envers lui, et surtout envers Marie-Antoinette, atteignait son apogée. Le couple royal, en deuil de leur fils, ne pouvait pas affronter l'insurrection. Lorsqu'il se ressaisit, il était trop tard. Ils étaient nés condamnés. Louis croyait peut-être encore qu'il détenait le pouvoir après le serment du jeu de paume, mais pas après octobre 1789. Une foule en colère prit d'assaut Versailles, avec l'intention de faire violence. Pendant des siècles, la monarchie s'était cachée derrière la grandeur du palais. Mais le peuple en avait assez. La foule détestait Louis, mais méprisait encore plus Marie-Antoinette. Ses dépenses somptuaires et ses origines étrangères symbolisaient tout ce qui n'allait pas avec la monarchie. Lorsque la foule envahit Versailles, elle atteignit presque la chambre de la reine, quelques minutes seulement après que ses serviteurs l'eurent emmenée. La famille royale s'échappa de justesse, mais entra dans un nouveau cauchemar. Lafayette, chef de la garde nationale, qui avait pris la Bastille quelques mois plus tôt, désamorça le chaos à Versailles et sauva Louis et sa famille. Cependant, le peuple les traîna au palais des Tuileries à Paris. Il était plus facile de contrôler Louis là-bas qu'à Versailles. Louis n'eut d'autre choix que d'accepter cette relocalisation humiliante. Ainsi commença le dernier chapitre de sa vie en tant que prisonnier de son propre peuple. Le meilleur espoir de Louis était une monarchie constitutionnelle, perdant la plupart de ses pouvoirs mais conservant la couronne. Mais la France était trop divisée. Le tiers-État voulait abolir la monarchie, tandis que les frères de Louis complotaient des contre-coups pour reprendre le contrôle. Ces contre-mouvements ne firent que renforcer la détermination révolutionnaire à mettre fin à la monarchie. Pendant ce temps, Louis et sa famille restaient prisonniers dans les dorures des Tuileries. Louis savait qu'il devait agir pour les sauver, mais comme toujours, il échoua spectaculairement. Sans réel pouvoir dans le palais, Louis planifia une évasion audacieuse avec l'aide d'Axel von Fersen, peut-être l'amant de Marie. Il fuirait en Autriche, se regrouperait et reprendrait la France. Le plan était solide, mais s'effondra rapidement. Louis réussit à faire sortir sa famille des Tuileries, déguisée en serviteurs. Ils espéraient atteindre l'Autriche en quelques jours et mettre fin à ce cauchemar en un an. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Avant de fuir, Louis laissa un manifeste de 16 pages rejetant le système constitutionnel et affirmant son autorité royale. Mais tout homme qui doit dire « Je suis le roi » en s'enfuyant n'est pas un vrai roi. Si l'évasion avait réussi, Louis serait revenu triomphant pour faire appliquer ses déclarations. Au lieu de cela, le manifeste devint une sentence de mort de 16 pages. Il circula à Paris comme preuve de sa trahison. L'indécision et la mauvaise planification de Louis condamnèrent sur l'évasion. Après avoir quitté le palais, la famille n'atteignit qu'un petit village, près de la frontière autrichienne, probablement plein d'espoir. Mais il y avait une faille majeure. Être roi de France signifiait être reconnaissable. Son visage était sur toutes les pièces de monnaie. Un homme du coin aurait reconnu Louis, alerté les autorités, et moins d'un jour plus tard, les gardes saisirent dans la famille et les ramenèrent à Paris. La tentative d'évasion de Louis aggrava tout. Ceux qui lui étaient encore sympathiques le voyaient désormais comme un traître, rejoignant l'ennemi en fuyant vers l'Autriche. Louis avait cru que la Révolution était une mode parisienne et que la France rurale l'adorait. La trahison du village brisa cette illusion. Il réalisa à quel point il était isolé et fit face à des conséquences sévères. Au lieu de la sécurité et d'un retour triomphal,
Louis fut enfermé plus étroitement que jamais. La révolution, qui couvait, éclata en flammes. Sa fuite ratée détruisit le peu d'espoir qu'il restait pour une réconciliation. Le coup final au règne de Louis XVI vint quelques mois après sa tentative d'évasion ratée. L'empereur du Saint-Empire romain, Léopold II, et Frédéric Guillaume II de Prusse publièrent une déclaration conjointe condamnant la Révolution française. Ils déclarèrent que la sécurité et le bien-être de Louis et de sa famille étaient de primordiaux pour tous les monarques européens, menaçant de vagues mais graves conséquences si quelque chose leur arrivait. Cela avait du sens de leur point de vue. Aucune monarchie ne voulait que la Révolution se propage. Cependant, ils sous-estimèrent gravement la détermination des révolutionnaires de Français. L'Assemblée nationale considéra la déclaration de Léopold et Frédéric Guillaume comme une menace ouverte et répondit avec hostilité. Avec le soutien réticent de Louis, ils déclarèrent la guerre à l'Autriche. L'armée française, mal organisée et mal préparée, échoua lamentablement dans ses tentatives d'invasion. Pourtant, le véritable tournant vint après la contre-attaque des Autrichiens, envahissant le territoire français cet été-là. Après avoir capturé des forteresses frontalières clés, le chef autrichien, le duc de Brunswick, publia le manifeste de Brunswick, qui confirmait ouvertement ce que les révolutionnaires craignaient. L'Autriche visait à restaurer Louis au plein pouvoir et menaçait d'utiliser la force contre quiconque s'y opposerait. La menace de Brunswick était audacieuse, surtout alors que les révolutionnaires tenaient encore Louis captif. Le manifeste de Brunswick galvanisa le peuple français. Louis ne pouvait plus prétendre soutenir une constitution alors qu'une armée étrangère envahissait le sol français avec l'objectif explicite de rétablir la monarchie absolue. Une foule furieuse prit d'assaut le palais des Tuileries, forçant Louis et sa famille à chercher ironiquement refuge auprès de l'Assemblée législative. Bien que Louis ait vu des foules en colère auparavant, ce moment était différent. Des années de retard avaient conduit à ce règlement de compte. 3 jours après l'assaut du palais, les révolutionnaires arrêtèrent Louis XVI et l'emprisonnèrent dans le Temple, une ancienne forteresse. Son sort fut âprement débattu. 1 mois plus tard, l'Assemblée nationale abolit la monarchie, déclarant la France une république et dépouillant Louis de ses titres. N'étant plus le roi Louis XVI, il était désormais le citoyen Louis Capet, bien qu'il ne conserverait même pas ce nom longtemps. Après des mois d'emprisonnement, Louis fut traîné pour faire face à son procès. Une foule silencieuse regardait leur ancien roi enchaîné. Il fut pourvu d'un conseil juridique, mais à huis clos, Louis confessa à ses conseillers qu'il avait perdu tout espoir. Il leur demanda de faire de leur mieux, mais il savait que le tribunal le déclarerait coupable et le condamnerait à mort. Sa seule préoccupation était d'être remembered comme un bon roi qui avait fait de son mieux. Pour une fois, Louis avait raison. Son destin était scellé. Bien qu'il ait échoué en tant que roi, lorsque la sentence fut prononcée, Louis fit face à sa fin avec dignité. Le 21 janvier 1793, le citoyen Louis Capet fut guillotiné à la place de la Révolution. S'approchant de l'échafaud avec un calme résigné, il prononça un bref discours final. Dès le début de son règne, Louis n'avait désiré rien d'autre que l'amour de son peuple. Même à la fin, il pardonna à ceux qui avaient voté contre lui, déclara son innocence et pria pour que son sang ne retombe pas sur la France. Avant qu'il ne puisse en dire plus, un général l'interrompit avec un roulement de tambour. Louis s'agenouilla volontairement sous la lame de la guillotine, et d'un coup rapide, sa tête fut tranchée. La monarchie française était morte. Mais pour sa famille, l'horreur ne faisait que commencer. L'héritage de Louis XVI n'était pas encore éteint. Son fils, désormais titré Louis XVII par les royalistes, représentait une lueur d'espoir pour la restauration monarchique.
les révolutionnaires avaient d'autres plans. Ils arrachèrent le garçon à Marie-Antoinette, tentant de le laver le cerveau pour en faire un jeune révolutionnaire, visant à détruire la monarchie, une fois pour toutes, en retournant son héritier légitime contre elle. Marie passa ses derniers jours dans le temple à essayer désespérément de voir son fils, mais on le lui refusa souvent. Lorsqu'elle le retrouva enfin, les mots qu'il prononça furent dévastateurs, un produit de ses geôliers radicalisés. Près d'un an après l'exécution de Louis XVI, Marie-Antoinette fit face à son propre procès. Bien qu'accusée de divers crimes, l'accusation la plus choquante vint en dernier. Son propre fils l'accusa d'inceste. Bien qu'absurde, le tribunal, qui la détestait déjà, accepta cette accusation. Rien ne pouvait la sauver désormais. En quelques jours, le tribunal déclara Marie-Antoinette coupable. Elle et son conseil s'y attendaient, mais ils n'avaient pas anticipé la peine de mort. Elle avait espéré une peine d'emprisonnement à vie, s'accrochant à la faible possibilité d'une éventuelle liberté. Au lieu de cela, la sentence fut la mort. Vers midi, le 16 octobre 1793, Marie-Antoinette suivit son mari à la guillotine. Contrairement à Louis, elle ne fit aucun discours proclamant son innocence. Ses derniers mots furent une excuse polie pour avoir marché sur le pied du bourreau. Avec sa mort, seul Louis XVII restait comme dernier espoir pour la monarchie. Mais son destin fut bien pire. Il mourut en mars 1795, probablement de la tuberculose après des années de captivité brutale. L'autopsie révéla des cicatrices d'abus sur tout son corps. Avec sa mort, le dernier héritier de Louis XVI disparut, et l'héritage royal s'éteignit. Louis XVI n'était pas un mauvais homme, mais il était un roi terrible, accablé par les échecs de ses prédécesseurs qui régnaient par droit divin et maltraitaient leur peuple. Lors de son procès, 693 des 721 députés votèrent pour déclarer Louis coupable de trahison. Mais le vrai défi fut de décider de sa punition. Le vote pour l'exécution passa à une seule voix, celle d'une figure choquante, son propre cousin, l'ancien duc d'Orléans. Autrefois l'un des hommes les plus riches de France et symbole de l'ancien régime, le duc avait tenté de se sauver en renonçant à son nom et en adoptant le pseudonyme révolutionnaire de Philippe Égalité. Dans une trahison finale, il vota pour la mort de Louis, le vote décisif. Cependant, la traîtrise de Philippe Égalité ne le sauva pas. Quelques mois plus tard, il fut lui aussi exécuté par guillotine. Malgré son changement de nom et sa trahison, le peuple ne pouvait lui pardonner ses origines aristocratiques. Sa mort fut une justice rapide pour les révolutionnaires comme pour les royalistes, et aucune sympathie ne fut épargnée. Ainsi s'acheva la saga tragique de Louis XVI et de sa famille. Trahis, vaincus et détruits par une révolution qu'ils ne comprenaient pas pleinement et qu'ils ne pouvaient contrôler. Merci de regarder History exposée. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, cliquez sur j'aime et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factinate, pour plus de faits incroyables sur tout.